Il n'attaque pas ta valeur, il cherche à accéder à ton esprit. Les mots ne deviennent des armes que lorsque tu les laisses entrer. Chaque critique, chaque moquerie ou tentative d'humiliation est en réalité un test de pouvoir. Et celui qui réagit en premier perd. Parce qu'au moment où tu réponds avec colère ou justifies ta position, tu ne contrôles plus la conversation, tu es contrôlé. Maîtriser psychologiquement une attaque ne consiste pas à être froid ou distant, mais à avoir un esprit si stable que rien ne parvient à perturber ton centre. Les attaques verbales ne sont pas personnelles. Elles sont des projections d'insécurité, d'envie ou du besoin de sentir le contrôle. Comprendre cela est la première étape pour désactiver toute provocation. Cette vidéo t'apprendra une stratégie basée sur deux esprits maîtres, la logique de Machiavel et la sérénité des stoïciens. Machiavel comprenait que le pouvoir se maintient avec l'intelligence, pas avec l'émotion. Les stoïciens savaient que l'âme forte ne réagit pas, elle répond. En unissant ces deux perspectives, naît une méthode qui transforme chaque tentative d'agression en une opportunité de démontrer le contrôle, l'autorité et la force intérieure. Tout au long de ce voyage, tu apprendras 3 mouvements fondamentaux: refléter, dévier et recadrer. Refléter signifie ne pas réagir, garder son calme et utiliser le silence comme une arme. Dévier implique de rediriger l'attention de l'agresseur vers son propre comportement. Et recadrer, c'est prendre le contrôle total de la situation en redéfinissant l'attaque comme quelque chose d'insignifiant. Ce n'est pas une vidéo sur la défense, mais sur la domination. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais d'apprendre à le transformer en une démonstration de pouvoir psychologique. Reste jusqu'à la fin car après cela, personne n'aura plus de pouvoir sur tes émotions. 1. Réfléchis avec un silence calculé. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve pas d'oxygène. De la même manière, une attaque verbale s'éteint lorsqu'elle ne reçoit pas ta réaction. La plupart des gens s'enflamment à la première étincelle, ils se défendent, crient, expliquent, justifient et sans s'en rendre compte, donnent du pouvoir à l'agresseur. Chaque mot que tu lances dans un moment d'impulsion devient une brique que l'autre utilise pour construire sa domination sur toi. C'est pourquoi le premier mouvement pour dominer psychologiquement celui qui te provoque n'est pas de répondre, mais de réfléchir avec silence. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une stratégie. C'est la pause qui déconcerte, qui désarme, qui révèle qui a vraiment le contrôle. Quand quelqu'un essaie de t'humilier ou de te provoquer, il attend une réaction émotionnelle. Il veut voir s'il peut bouger tes émotions comme un marionnettiste. Mais quand il n'y parvient pas, quand tu restes immobile, observant, sans te perturber, le malaise change de côté. Celui qui lance l'attaque commence à sentir le poids de sa propre insécurité, son besoin d'attention devient évident, son masque se fissure. À ce moment-là, le pouvoir change de main. Tu n'as rien fait et pourtant tu as gagné. Le silence calculé ne signifie pas te réprimer ni rester passif. Cela signifie penser avant de parler, observer avant d'agir et choisir avec précision quand il vaut la peine de dépenser de l'énergie. C'est une démonstration de maîtrise de soi si forte que pour beaucoup, elle est intimidante. Machiavel disait que l'homme prudent agit peu et observe beaucoup, car chaque mot inutile peut être utilisé contre lui. Les stoïciens, quant à eux, enseignaient que celui qui maîtrise ses impulsions maîtrise son destin. Cette union entre stratégie et sérénité est ce qui définit le véritable maître psychologique. Pense au silence comme à un miroir. Quand quelqu'un t'attaque, ce que tu reflètes ne doit pas être ton émotion, mais la sienne. S'il crie, que son écho se perde dans ton calme. S'il te ridiculise, que sa voix se noie dans ta composture. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car le silence, lorsqu'il est bien soutenu, crie plus fort que n'importe quelle défense. Un silence ferme, accompagné d'un regard stable, dit « Tu ne peux pas me perturber », et cela pour celui qui cherche à te provoquer est une défaite humiliante. Le pouvoir du silence réside dans ce qu'il génère. Tu ne l'utilises pas pour éviter les conflits, mais pour les diriger. Quand tu te tais avec intention, tu forces l'autre à se voir lui-même, tu le forces à affronter son propre vide.
Cette pause que tu crées devient un espace psychologique où l'esprit de l'agresseur commence à travailler seul, à se justifier, à vaciller. Il n'y a pas de punition plus forte que de faire face à l'écho de sa propre intention et de voir qu'elle n'a pas eu d'effet. Le silence protège aussi ton esprit. Il t'empêche de réagir impulsivement, de dire quelque chose que tu regretteras plus tard, de donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Il te permet d'analyser, de rester ferme, de répondre si nécessaire, mais à partir de la raison, pas de l'émotion. Parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit ne peut pas être manipulé. La prochaine fois que quelqu'un te provoquera, souviens-toi de ceci. Le pouvoir n'est pas dans la réponse, mais dans le choix de quand le faire. Le silence n'est pas une reddition, c'est le contrôle. Celui qui se tait avec intention n'est pas faible, il est stratégique. Réfléchir avec un silence calculé, c'est devenir un mur face aux offenses. C'est dire sans mots « je sais qui je suis » et je n'ai pas besoin de le prouver. C'est le genre de présence qui impose le respect même sans élever la voix. Parce que pendant que les autres dépensent leur énergie à crier, tu t'occupes de quelque chose de plus important. Garder le pouvoir entre tes mains. 2. Observe comme un analyste. Un prédateur n'attaque pas sur un coup de tête, il observe, calcule, attend le moment précis où sa proie baisse sa garde. Tu dois faire de même, mais sans violence, avec intelligence. La plupart des gens réagissent instantanément, poussés par l'émotion, sans prendre le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Mais celui qui veut maîtriser psychologiquement une attaque doit devenir un observateur, pas un participant. Tu dois voir le conflit de haut, comme si tu regardais une partie d'échecs entre deux inconnus, même quand l'un d'eux est toi. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas tout de suite, observe. Observe son ton, ses gestes, ses mots. Derrière chaque attaque se cache une intention, et si tu apprends à la détecter, tu cesses d'être la cible et tu deviens l'évaluateur. Cette personne veut une réaction émotionnelle, elle cherche à prouver son pouvoir sur toi. Mais quand tu la regardes calmement, comme un analyste qui étudie un comportement humain, tu as déjà gagné la moitié de la partie. Parce que tu ne ressens pas, tu comprends. Et la compréhension bat toujours l'impulsion. L'analyse te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Pendant que quelqu'un te crie dessus ou essaie de te manipuler, tu es en train de décrypter ce qui se passe réellement. La peur déguisée en agression, l'insécurité déguisée en arrogance, la frustration cachée derrière un sourire sarcastique. Toute attaque a une origine, et celui qui observe attentivement peut la détecter avant qu'elle ne fasse de mal. C'est la différence entre un esprit impulsif et un esprit stratégique. Le premier réagit, le second domine. Machiavel disait que le pouvoir appartient à celui qui comprend les motivations humaines mieux que les autres. Et les stoïciens étaient d'accord. Le sage ne se laisse pas emporter par les apparences, il cherche la racine. Chaque provocation est un miroir de la personne qui la lance, pas de celle qui la reçoit. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir supérieur, tu vois déjà sa faiblesse. Si quelqu'un t'attaque en public, il cherche la validation. Si quelqu'un critique souvent, il vit dans la frustration. Celui qui observe comprend, et celui qui comprend ne se perturbe pas. Être analyste au milieu du conflit signifie entraîner ton esprit à traiter ce qui se passe en temps réel, sans perdre son calme. Respire, regarde, pense. Ne te laisse pas piéger par les mots. Regarde les émotions qui les soutiennent. Le langage corporel, la tension dans la voix, le regard qui évite le contact, tout parle plus que le discours. Apprends à lire entre les lignes, à détecter le véritable message caché derrière le bruit. Parce que quand tu sais ce qui motive réellement quelqu'un, tu peux prévoir son prochain mouvement, et alors tu as le contrôle. Observer ne signifie pas rester immobile, cela signifie se préparer. L'analyse te donne du temps, et le temps te donne du pouvoir. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à discuter, tu es en train de recueillir des informations. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent, qu'ils perçoivent de l'autorité dans ta voix, parce que tu ne parles pas pour réagir, tu parles pour diriger. L'observation est aussi une forme de protection émotionnelle. Quand tu te concentres sur l'analyse, ton cerveau cesse d'agir par instinct et passe au raisonnement.
Tu ne le prends pas personnellement, tu l'étudies. Et en le faisant, tu transformes la provocation en un exercice mental, pas en une attaque. Tu restes intact, parce que l'analyste ne s'offense pas, l'analyste apprend. C'est ainsi que l'on gagne sans combattre, avec un esprit froid, un regard ferme et une compréhension profonde. Observe celui qui t'attaque et tu verras qu'il ne te détruit pas, il se révèle. Chaque mot, chaque geste est un indice de son insécurité. 3. Coupe le carburant émotionnel. Un feu de camp ne brûle que tant que quelqu'un continue à y jeter du bois. Quand tu arrêtes de l'alimenter, il s'éteint tout seul. Il en va de même pour toute attaque verbale ou provocation. Elle a besoin de ton énergie émotionnelle pour rester vivante. Celui qui cherche à te perturber ne veut pas une conversation, il veut une réaction. Si tu la lui donnes, tu perds le contrôle de la situation. Mais si tu ne le fais pas, il s'effondre dans sa propre tentative de pouvoir. La clé est de ne pas lui donner de carburant pour son feu. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, il le fait pour tester ta stabilité. Il te lance des mots dans l'espoir d'allumer une étincelle en toi, de te sortir de ton centre. Mais si tu ne réponds pas avec colère, si tu ne te justifies pas ni ne te défends, ce feu perd de l'oxygène. Il s'éteint non pas parce que tu l'as éteint, mais parce que tu as cessé de faire partie du jeu. À ce moment-là, l'agresseur se retrouve face à son propre reflet, sa frustration, son insécurité, son impuissance. Et toi, sans bouger, tu deviens le miroir qui l'expose. Couper le carburant émotionnel ne signifie pas être froid ou indifférent, mais intelligent. Cela signifie comprendre que l'énergie émotionnelle est un pouvoir et que celui qui la contrôle domine la situation. Machiavel le disait clairement, « Celui qui peut dominer ses passions peut dominer les autres ». Les stoïciens, quant à eux, affirmaient que personne ne peut te blesser si tu ne lui donnes pas la permission. Tous deux étaient d'accord sur un point essentiel. Les émotions sont un terrain sacré et ne doivent être utilisées qu'avec un but. Imagine que quelqu'un t'insulte dans l'intention de te blesser. Tu peux réagir et entrer dans le cercle du conflit, ou tu peux rester calme et l'observer comme s'il s'agissait d'une expérience psychologique. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir concentré. Alors que l'autre crie, tu restes ferme, sans changer ton ton, sans perdre ton axe. Cette stabilité déconcerte, confond, désarme, parce que l'agresseur attendait du feu et a trouvé de la glace. Il attendait du chaos et a trouvé du contrôle. Et dans ce contraste, il perd toute sa force. Le contrôle émotionnel est le véritable art de la guerre mentale. On ne gagne pas avec des mots, mais avec de l'équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre impulsivement, tu entraînes ton esprit à être plus fort que tes émotions. Tu te dis à toi-même « je décide quand et comment réagir ». Et cette phrase, même si tu ne la dis pas à haute voix, devient un bouclier, parce que personne ne peut manipuler quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner. Quand tu ressens l'envie de réagir, fais une pause. Respire et rappelle-toi que l'autre n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Ne lui donne pas tes émotions, ne lui donne pas ton énergie, ne lui donne pas ta paix. C'est ce qu'il cherche vraiment. Si tu te mets en colère, il gagne. Si tu te justifies, il gagne. Si tu te troubles, il gagne. Mais si tu restes serein, même s'il y a de la tension à l'intérieur, le message que tu envoies est clair. Ton tentative n'a pas fonctionné. Et cela fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. Couper le carburant émotionnel te donne aussi de la clarté. Cela te permet de penser avec précision, d'agir avec stratégie, de répondre seulement quand c'est nécessaire et à partir de la raison, pas de la blessure. C'est choisir la hauteur plutôt que le bruit, l'esprit plutôt que l'ego. Parce que celui qui domine son énergie domine la scène. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à t'allumer, rappelle-toi, le feu ne brûle que si tu t'approches. Reste tranquille, garde ton calme, ne nourris pas ce qui ne mérite pas de grandir. Laisse le bruit s'éteindre tout seul et que l'autre personne se noie dans sa propre tentative de te manipuler. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de détruire l'autre, mais de rester intact pendant que l'autre se détruit tout seul. C'est la manière la plus silencieuse, mais la plus efficace,
de démontrer une supériorité psychologique. 4. Dévie avec des questions précises. Un boxeur intelligent ne bloque pas chaque coup, il les redirige. Il utilise la force de son adversaire contre lui, le fait échouer jusqu'à ce qu'il s'épuise. Il en va de même avec les mots. Lorsque quelqu'un t'attaque, tu n'as pas besoin de lever un mur, ni de contre-attaquer avec colère. Il te suffit de rediriger le coup intelligemment. Les questions sont tes mouvements de défense active, ta façon de transformer l'agression en confusion. Poser des questions est une forme de contrôle psychologique, car celui qui pose des questions guide. Lorsque quelqu'un te lance une critique, la plupart des gens répondent en se justifiant ou en discutant. Mais tu n'es pas là pour te justifier, tu es là pour dominer. Si on te dit « tu fais toujours tout mal », au lieu de répondre avec frustration, pose une question qui brise le schéma émotionnel. À quoi fais-tu exactement référence? Cette simple phrase désactive l'attaque, l'oblige à s'expliquer, à réfléchir, à reculer. La personne qui voulait te dominer doit maintenant rationaliser son impulsion. Et dans ce processus, elle perd le contrôle. Le pouvoir des questions réside dans leur précision. Elles ne sont pas posées pour te défendre, mais pour exposer le manque de logique de l'autre. Si quelqu'un te dit quelque chose sur un ton moqueur, demande-lui calmement. Est-ce que tu dis ça sérieusement ou est-ce que tu plaisantes? Cette question, prononcée calmement, coupe la tension comme une épée. Elle l'oblige à se définir, à assumer sa position. La plupart des provocateurs ne résistent pas à la clarté, car leur pouvoir réside dans le chaos, pas dans la vérité. Lorsque tu les confrontes avec un esprit ordonné, ils manquent d'air. Dévier avec des questions est une technique qui combine la ruse de Machiavel avec la tempérance du stoïcisme. Machiavel disait que la meilleure défense contre un ennemi n'est pas la force, mais la confusion. Les stoïciens enseignaient que celui qui garde son calme dans le chaos a déjà gagné. En unissant ces deux idées, tu parviens à dominer toute interaction sans perdre ton sang-froid. Ce n'est pas que tu ignores l'autre, c'est que tu l'obliges à sortir de son terrain émotionnel et à entrer dans le tien, celui de la logique, du calme et de la stratégie. Pense aux questions comme à des miroirs. Tu ne les poses pas pour comprendre l'autre, mais pour que l'autre se voie lui-même. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, ne réagis pas, pose simplement une question. Pas sur un ton défiant, mais avec sérénité. Presque comme si tu étais vraiment intéressé par sa réponse. Pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce ton opinion ou répètes-tu quelque chose que tu as entendu? Des questions simples mais précises qui désarment même l'esprit le plus agressif. Cette méthode a un effet psychologique profond. L'attaquant, se sentant remis en question, passe de l'émotion à la raison, de l'offensive à la défensive. Son cerveau cesse de se concentrer sur la provocation et commence à traiter la question. Cette pause, ce microseconde de confusion, est ta victoire. Parce que pendant qu'il cherche à justifier son attaque, tu conserves ta sérénité intacte. Tu as redirigé le coup et l'as fait réfléchir, et à ce moment-là, le contrôle revient à toi. Dévier avec des questions te donne également le temps d'analyser. Pendant que l'autre essaie de répondre, tu observes son langage corporel, son ton, son insécurité. Tu obtiens des informations sans t'exposer. C'est une technique de pouvoir silencieux, un jeu mental où tu décides du rythme de la conversation. Tu n'as pas besoin de crier, juste de diriger calmement. Chaque provocation est une occasion de pratiquer cet art. Ne transforme pas une critique en bagarre, transforme-la en un interrogatoire contrôlé. Parce que celui qui pose des questions dirige. Celui qui réagit obéit. Et tu es ici pour diriger, pas pour obéir à l'impulsion de quelqu'un d'autre. 5. Exige de la spécificité. Les accusations vagues sont comme des ombres. Elles semblent grandes jusqu'à ce que tu les éclaires. Quand quelqu'un te critique de manière générale, il ne cherche pas à construire, il cherche à contrôler. Celui qui dit « tu fais toujours tout mal » ou « personne ne te supporte » ne décrit pas la réalité. Il essaie de te manipuler émotionnellement. L'antidote est simple mais puissant, exige de la clarté. La spécificité est la lumière qui dissout les ombres. Quand on te lance une attaque enveloppée de mots flous, ne la reçois pas. Demande-lui de la forme. Demande sans colère, d'une voix ferme. Quelle partie exactement ai-je mal faite? Ou à quelle situation te réfères-tu?
En faisant cela, tu forces l'autre à sortir du terrain émotionnel et à entrer dans le rationnel, où tu as l'avantage. Les personnes agressives prospèrent dans le chaos, mais s'effondrent quand on leur demande des détails. Parce que derrière leur attaque, il n'y a presque jamais de faits, seulement des émotions, des perceptions et des désirs de domination. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la précision. Les dirigeants qui parlaient en généralité étaient facilement manipulables, tandis que ceux qui demandaient des détails étaient craints parce qu'ils ne se laissaient pas tromper par l'ambiguïté. Les stoïciens, des siècles auparavant, enseignaient quelque chose de similaire, que la vérité se trouve dans ce qui peut être observé clairement, pas dans ce qui est supposé. En exigeant de la spécificité, tu ne te protèges pas seulement, tu révèles aussi le vide du discours de l'autre. Chaque fois que tu demandes de la précision, tu envoies un message psychologique clair. Tu ne me laisses pas manipuler par les émotions. J'ai besoin de faits. Et cela met mal à l'aise ceux qui vivent du drame, car le drame ne peut pas survivre sans exagération. Si quelqu'un te dit « tu n'écoutes jamais », ne te justifie pas. Demande « quand a été la dernière fois que j'ai parlé et que tu ne m'as pas écouté ?» Cette simple phrase désarme. Il n'y a pas de réponse sans preuve. Il est obligé de faire face à l'incohérence de son attaque. Et s'il essaie d'esquiver, sa faiblesse devient visible pour tous. La spécificité est le pouvoir parce qu'elle te place sur un terrain solide. Alors que l'autre se déplace entre les émotions, tu marches sur des faits. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, il suffit d'exiger de la clarté. Cette méthode a aussi un effet secondaire important. Elle calme ton esprit. Au lieu d'absorber l'attaque, tu la transformes en un processus logique. Tu arrêtes de ressentir et tu commences à penser. Et quand tu penses, tu reprends le contrôle. Demander des détails change aussi la dynamique de la conversation. L'attaquant cesse d'avoir le rôle de juge et devient l'interrogé. Tu n'es plus sur la défensive, tu analyses. Et pendant qu'il essaie de construire des arguments pour soutenir sa critique, il se rend compte qu'il n'en a pas. La conversation s'inverse. Le pouvoir change de place. Tu n'es plus la cible, tu es l'observateur qui détecte les incohérences et domine le rythme. Il ne s'agit pas de montrer sa supériorité, mais de maintenir sa dignité. Personne n'a le droit de t'attaquer sans fondement. La clarté n'est pas une agression, c'est du respect de soi. Demander de la précision, c'est dire sans le dire. Tu ne vas pas me manipuler avec des mots vides. C'est une façon d'établir des limites sans crier, de te défendre sans perdre ton sang-froid. Parce que celui qui demande des faits montre de la sécurité. Et celui qui s'irrite face à cette demande montre de l'insécurité. La prochaine fois que quelqu'un te critique sans fondement, ne te précipite pas pour te défendre. Respire et demande calmement « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Ou peux-tu me donner un exemple? S'il n'y a pas de réponse claire, l'attaque s'effondre d'elle-même. Personne ne peut soutenir un argument sans base. Et à ce moment-là, l'autorité revient à toi. C'est ainsi que l'on démantèle les provocations déguisées en opinion. 6. Recadrer le récit. Chaque mot qu'on vous lance cherche à modeler votre perception, à vous faire douter de vous-même et à placer la conversation sur un terrain émotionnel où l'autre a l'avantage. Mais le véritable pouvoir réside dans votre capacité à donner un autre sens à ce que vous entendez, à prendre le contrôle du sens et à ne pas permettre à quiconque de décider comment vous devez vous sentir. C'est cela, recadrer le récit, changer la perspective, pas la réalité. Lorsque quelqu'un essaie de vous humilier ou de vous provoquer, il crée un cadre psychologique où vous semblez faible et lui se sent fort. Si vous entrez dans son jeu, vous perdez. Si vous changez l'angle sous lequel vous observez, tout s'inverse. Vous n'avez pas besoin de nier ce qu'il a dit, il suffit de le redéfinir. Si quelqu'un vous traite de froid, vous pouvez penser « je suis stable ». Si quelqu'un dit que vous avez changé, vous pouvez le comprendre comme une croissance. Cette réinterprétation est ce qui vous libère de son contrôle, car le pouvoir d'un mot dépend du sens que vous lui donnez. Les stoïciens enseignaient que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que vous en faites. Marc Aurèle a écrit qu'aucun mal ne peut vous atteindre si vous décidez de ne pas le considérer comme un mal. Et Machiavel savait que celui qui contrôle les perceptions contrôle le pouvoir.
Recadrer combine ces deux idées. C'est de l'intelligence émotionnelle avec une stratégie psychologique. Lorsque quelqu'un vous lance une critique, il le fait pour vous pousser à une réaction. Mais si vous répondez à partir d'un cadre différent, vous le déconcertez. Si quelqu'un vous dit « tu te crois meilleur que les autres » et que vous répondez calmement « non, je m'efforce simplement de me surpasser », vous avez pris le contrôle. La provocation se dégonfle parce qu'elle ne joue plus selon ses règles, mais selon les vôtres. Recadrer vous protège également de l'épuisement mental. Au lieu de vous épuiser à vous demander pourquoi on vous a attaqué, vous comprenez que l'attaque en dit plus sur l'autre que sur vous. Lorsque vous faites ce changement de perspective, la tension disparaît. Vous n'ignorez pas ce qui s'est passé, vous l'interprétez avec pouvoir. Vous voyez au-delà de l'impulsion et vous vous concentrez sur la racine. Appliquer ce principe est simple. Identifier l'attaque, observer son intention et changer le contexte. Si quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, répondez à partir de votre grandeur intérieure. S'il cherche à vous provoquer, montrez-lui votre calme. S'il veut vous confondre, montrez de la clarté. Le recadrage n'a pas besoin de mots. Parfois, un simple regard serein ou un léger sourire suffit pour montrer que sa tentative a échoué. Cette approche ne vous maintient pas seulement en contrôle, elle vous transforme également. Elle vous apprend à penser comme un stratège, pas comme une victime. Chaque provocation devient un exercice de maîtrise émotionnelle, chaque critique, une opportunité de renforcer votre esprit. Et avec le temps, les attaques perdent de leur poids, car votre cadre devient impénétrable. C'est ainsi que vous démontrez votre pouvoir sans crier, sans discuter, sans vous épuiser. En changeant le sens, vous changez le jeu. Celui qui vous offense espère vous contrôler. Lorsqu'il ne peut pas le faire, il s'affaiblit. C'est l'essence du recadrage. Ne pas permettre à l'autre de décider comment vous pensez, comment vous ressentez ou comment vous répondez. Au moment où vous prenez ce contrôle, la conversation cesse d'être une attaque et devient une démonstration silencieuse de votre force. Car la véritable maîtrise n'est pas dans la voix mais dans l'esprit qui choisit le cadre à partir duquel il interprète le monde. 7. Offre une sortie honorable. Frapper quelqu'un qui est acculé ne fait que le rendre plus dangereux. En revanche, lui offrir une porte de sortie peut transformer un ennemi en quelqu'un qui baisse sa garde. C'est l'essence de la stratégie psychologique. Comprendre que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de détruire l'autre, mais de lui permettre de se retirer sans perdre complètement sa fierté. Celui qui sait offrir une sortie honorable démontre du contrôle, de l'intelligence et de la maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un t'attaque verbalement et que tu réponds avec agression, vous tombez tous les deux sur le même terrain. Mais si tu restes calme et lui donnes la possibilité de reculer sans l'humilier, tu changes complètement la dynamique. Il ne s'agit pas de pardonner ou de céder, mais de contrôler la fin du conflit. La plupart des attaques ne cherchent pas la vérité, elles cherchent une sensation de pouvoir. Et lorsque tu réussis à ce que l'autre conserve un peu de dignité pendant que tu maintiens le contrôle, la bataille se termine sans avoir besoin de détruire quoi que ce soit. Machiavel enseignait qu'un ennemi humilié devient un ennemi éternel. C'est pourquoi la véritable ruse n'est pas d'écraser mais de faire en sorte que l'autre se rende sans sentir qu'il a perdu. Les stoïciens voyaient quelque chose de similaire sous un autre angle. Le sage n'a pas besoin de démontrer sa victoire parce qu'il la porte en lui. Ils sont tous les deux d'accord sur un point essentiel. Le véritable contrôle réside dans l'esprit qui choisit la paix par décision, non par faiblesse. Offrir une sortie honorable peut prendre de nombreuses formes. Parfois c'est un changement de ton, une phrase qui adoucit la tension, un geste qui montre la maturité. Si quelqu'un te provoque, tu peux répondre avec sérénité. Ce n'est pas grave, je comprends ton point de vue. Cette phrase, dite sans ironie ni fierté, brise le cycle de l'hostilité. L'autre s'attendait à une guerre et a reçu de la retenue. Et dans cette retenue, il y a du pouvoir. Tu peux aussi le faire avec de l'intelligence émotionnelle. Si une personne te critique pour se démarquer, réponds-lui avec un compliment contrôlé. Tu as raison en partie, ton point de vue est également valide. Tu ne le fais pas pour flatter, mais pour désamorcer la friction.
Tu lui donnes une petite victoire apparente pendant que tu maintiens la position de contrôle. Tu le fais sortir du terrain de l'agression sans qu'il s'en rende compte. Et en le faisant, tu deviens celui qui guide l'interaction. Offrir une sortie honorable n'est pas toujours pour l'autre. Souvent, c'est pour toi. Parce que rester calme, ne pas prolonger une discussion, ne pas insister pour avoir le dernier mot, c'est une façon de préserver ton énergie. La victoire psychologique ne se mesure pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui conserve son équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas pousser plus loin que nécessaire, tu renforces ton pouvoir interne. Cette technique nécessite de la maturité, car l'ego voudra toujours gagner complètement, prouver que tu as raison. Mais l'ego ne cherche pas la paix, il cherche le drame. Le stratège, en revanche, cherche des résultats. Si tu réussis à terminer une conversation sans perdre le contrôle, sans nuire à ton image et sans devenir ce que tu détestes, alors tu as gagné. Ta sérénité vaut plus que n'importe quel triomphe superficiel. En pratique, offrir une sortie honorable signifie utiliser l'empathie comme outil tactique. Non pas parce que tu dois comprendre l'agresseur, mais parce que comprendre sa psychologie te donne un avantage. Un attaquant calmé est un attaquant désarmé. Si tu lui donnes une façon de se retirer sans perdre la face, son ego se calme et tu restes en contrôle de la clôture. Dominer un conflit n'est pas écraser l'autre, c'est savoir quand s'arrêter. C'est avoir la sagesse de reconnaître que tout ne se gagne pas en humiliant, mais en montrant du sang-froid. Parce que la véritable autorité ne cherche pas la destruction. Rite pratique jusqu'à ce que cela devienne automatique. L'esprit est comme une épée. Si on ne l'entraîne pas, il s'oxyde. Il ne suffit pas de connaître les stratégies, il faut les intégrer jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi, jusqu'à ce que ta réaction naturelle face à une provocation ne soit pas émotionnelle, mais stratégique. Dominer psychologiquement celui qui t'attaque n'est pas une question de chance ou d'intelligence innée, c'est une question de pratique constante. Celui qui entraîne son esprit quotidiennement arrive à un moment où il ne réagit plus, il agit. L'autocontrôle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes, mais en affrontant des situations réelles et en apprenant à garder son calme encore et encore. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu renforces un muscle invisible appelé maîtrise. Chaque fois que tu fais une pause avant de répondre, tu programmes ton esprit pour agir à partir de la raison et non de la blessure. C'est un processus lent mais précis, comme le trempage de l'acier. Chaque coup de feu et d'eau le rend plus résistant. Au début, cela te coûtera. Tu ressentiras l'impulsion de te défendre, d'expliquer, de prouver que tu as raison. Mais si tu es constant, tu remarqueras le changement. Ce qui te perturbait auparavant cessera de t'affecter. Ce qui te faisait réagir avec fureur te semblera maintenant insignifiant. C'est le véritable signe de l'évolution. Lorsque le bruit extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur ton intérieur. Les stoïciens le savaient et le répétaient sans cesse. La vertu s'acquiert par la pratique quotidienne, non par la théorie. Machiavel, d'un autre angle, comprenait que le pouvoir n'est pas dans le fait d'agir bien une fois, mais de le faire toujours, sans faillir. La répétition disciplinée transforme le contrôle en réflexe. Tout comme un guerrier ne pense pas à comment brandir son épée parce que son corps le sait déjà, tu dois arriver à ce point avec ton esprit. Que face à une provocation, ton premier instinct soit le silence. Face à une attaque, ta première action soit d'observer, et face à une manipulation, ta première réponse soit le calme. Pratiquer cette maîtrise nécessite 3 étapes. D'abord, la conscience, détecter quand quelqu'un cherche à perturber ta paix. Ensuite, la pause. Ne pas répondre immédiatement, te donner quelques secondes pour réfléchir. Enfin, l'exécution. Appliquer la stratégie correcte, que ce soit refléter, dévier, recadrer ou simplement garder le silence. Lorsque tu répètes ce cycle encore et encore, ton esprit commence à agir seul, sans effort. C'est à ce moment-là que le contrôle devient un pouvoir naturel. La pratique te donne aussi un avantage psychologique sur les autres. Alors que la plupart se laissent emporter par leurs émotions, tu restes stable, prévisible uniquement pour toi. Cette stabilité est perçue, ressentie.
Les gens commencent à te traiter différemment parce que tu projettes le contrôle, et le contrôle inspire toujours le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Mais atteindre ce niveau exige un engagement. Je ne peux pas entraîner ton esprit une semaine et espérer des résultats permanents. C'est une discipline quotidienne. C'est observer même dans les moments les plus petits, quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, quand quelqu'un te manque de respect. Chaque situation est un terrain d'entraînement. Chaque instant où tu choisis le calme sur la réaction stimule ta croissance interne. Avec le temps, la stratégie cesse de se sentir comme un effort et devient naturelle. Tu cesses d'agir comme quelqu'un qui cherche à dominer et tu te transformes en quelqu'un qui domine simplement. Tu n'as plus à penser à comment répondre, parce que ton esprit s'est aligné avec ton but. C'est cela la maîtrise, transformer le contrôle en ta façon d'être. Pratiquer jusqu'à ce que cela devienne automatique, c'est comprendre que la maîtrise mentale n'est pas un accomplissement, c'est un mode de vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.